voisin avec qui nous avons fait la paix. Je l'attends en direction du peuple de la Turquie, avec du respect et de la bonne volonté. Je l'attends vers les peuples de Libye et de Tunisie, avec une grande admiration pour ceux qui cherchent à construire un avenir démocratique. Je l'attends aussi en direction des autres peuples d'Afrique du Nord et de la péninsule arabique, avec lesquels nous souhaitons lancer un nouveau démarrage. Je l'attends vers la Syrie, le Liban, l'Iran. En honorant le courage de tous ceux qui luttent contre la répression brutale. Mais plus spécialement, je tends ma main vers le peuple palestinien, avec lequel nous recherchons une paix juste et durable. Mesdames et messieurs, en Israël, notre espoir d'une paix ne faiblit jamais. Nos scientifiques, nos médecins innovent, utilisent leur génie pour améliorer le monde de l'avenir. Nos artistes, nos écrivains enrichissent l'héritage, le patrimoine de l'humanité. Je sais que ce n'est pas tout à fait l'image que l'on peut avoir d'Israël. Après tout, c'est bien ici, en 1975, que l'aspiration immémoriale de restaurer la vie dans notre terre ancestrale a été considérée de manière éhontée comme du racisme. C'est ici qu'en 1980, que l'accord de paix historique entre Israël et l'Égypte n'a pas fait l'objet de louanges, mais a été dénoncé. Et c'est ici qu'année après année, on condamne Israël de manière non justifiée, plus souvent que tous les autres pays du monde pris ensemble. 21 sur 27 résolutions de l'Assemblée générale condamnent Israël, qui est la seule démocratie réelle au Proche-Orient. C'est malheureux. C'est une partie un peu malheureuse de cette institution des Nations Unies. Non seulement Israël tient le rôle des méchants, mais parfois les vrais méchants ont un rôle différent. Prenez la Libye de Kadhafi et Saddam Hussein avec l'Irak, avec sa participation au comité sur les armements. Vous pouvez dire que c'est ce qui se passait, ça relève du passé, mais maintenant, il y a une organisation terroriste qui préside un organisme qui doit garantir la sécurité du monde avec le Liban. Ça dépasse la fiction. Alors ici, une majorité automatique peut décider n'importe quoi, que le soleil se lève à l'ouest. Et l'Assemblée générale peut décider, a déjà décidé, que le mur des lamentations, qui est un lieu saint pour les Juifs, et fait partie d'un territoire palestinien occupé. Et pourtant, même ici à l'Assemblée générale, parfois la vérité peut percer. En 1984, quand j'ai été nommé ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, j'ai rendu visite au grand rabbin Lubavitch qui m'a dit
Et ne soyez pas offensés. Je sais, à titre personnel, qu'il y a beaucoup de personnes tout à fait compétentes et honorables qui servent leur nation. Mais il m'a dit, vous allez servir dans une organisation où il y a de nombreux mensonges. Mais rappelez-vous que même dans les lieux les plus obscurs, la lumière d'une seule bougie peut être vue de loin. Aujourd'hui, j'espère que la lumière de la vérité éclatera, ne serait-ce que pour quelques minutes, dans un lieu où il y a eu trop longtemps de l'obscurité pour mon pays. En tant que Premier ministre israélien, je ne suis pas venu ici pour récolter des applaudissements. Je suis venu ici pour dire la vérité. La vérité, c'est qu'Israël veut la paix. La vérité, c'est que je veux la paix. La vérité, c'est qu'au Proche-Orient, à tout moment, mais surtout maintenant, la paix doit se fonder sur la sécurité. Ça n'est pas à travers des résolutions des Nations Unies qu'on y arrivera. C'est à travers des négociations directes. La vérité, c'est que jusqu'à présent, les Palestiniens ont refusé de négocier. La vérité, c'est qu'Israël veut la paix avec un État palestinien. Mais les Palestiniens veulent un État sans la paix. Et la vérité, c'est qu'il ne faudrait pas que vous laissiez les choses arriver comme cela. Quand je suis arrivé ici il y a 27 ans, le monde était divisé. Il y avait l'Est et l'Ouest. Depuis, la guerre froide a pris fin. Des civilisations magnifiques se sont réveillées après des siècles. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que jusqu'à présent, ce changement monumental, historique, s'est essentiellement produit par des voies pacifiques. Ce n'est pas entre l'Est et l'Ouest que se situe le mal qui menace la paix, qui cherche non pas à libérer, mais à réduire en esclavage, non pas à construire, mais à détruire. Ce mal, c'est l'islam militant, c'est l'islam qui se part d'une foi, mais qui assassine des juifs et des musulmans. Le 11 septembre, cet islamisme a tué des milliers d'Américains. Et les tours du World Trade Center sont tombées en ruine. J'ai participé à une cérémonie sur le 11 septembre et j'ai trouvé ça très émouvant. Et il y a quelque chose qui m'a frappé l'esprit alors que j'y allais. Les mots tout à fait scandaleux du président iranien qui a dit hier que le 11 septembre, c'était une conspiration américaine. Certains d'entre vous ont quitté la salle. Vous auriez tous dû quitter la salle. Depuis le 11 septembre, l'islamisme a massacré énormément de personnes à Londres, à Madrid, à Bagdad, à Mumbai, à Tel Aviv, à Jérusalem, dans toute partie d'Israël. Je pense que le plus gros danger, c'est que ce fanatisme puisse acquérir des armes nucléaires. C'est ce qu'essaye de faire précisément l'Iran. Imaginez-vous cette personne qui a parlé ici hier. Pouvez-vous l'imaginer en possession d'armes nucléaires? La communauté internationale doit arrêter l'Iran avant qu'il soit trop tard. Si on ne le fait pas, nous ferons tous face au spectre du terrorisme nucléaire.
et le printemps arabe deviendra rapidement un hiver iranien. Ce sera tragique. Des millions d'Arabes sont partis dans la rue pour remplacer le terrorisme par la liberté. Et personne n'en profiterait davantage qu'Israël si ceux qui sont engagés en faveur de la paix prenaient le pouvoir. C'est mon espoir. Mais en tant que Premier ministre israélien, je ne peux pas mettre en péril l'avenir de l'État juif sur la base des désirs que je prendrai pour ma réalité. Il faut reconnaître les dangers qui se posent à présent tout en souhaitant quelque chose de mieux pour l'avenir. Et le monde devient de plus en plus dangereux. L'islamisme a déjà pris le contrôle du Liban et de Gaza. Il est déterminé à lutter contre, à anéantir les traités de paix entre Israël et la Jordanie, entre Israël et l'Égypte. Il menace l'existence même d'Israël. Certains pensent que la diffusion de l'islamisme, surtout en ces temps turbulents, pourrait être, ou pour ralentir sa diffusion, il faudrait qu'Israël fasse des concessions, des compromis. Ça a l'air très simple. Alors, laissez les territoires, c'est ce qu'on nous dit, et cela fera avancer la paix, les modérés seront renforcés, les radicaux n'avanceront pas, et ne vous souciez pas des questions pratiques de la défense concrète d'Israël, puisque les troupes internationales feront ce travail. Voilà, faites une offre généreuse et tout marchera bien, on me le dit tout le temps. Mais cela pose un problème, cette théorie, c'est que nous l'avons déjà essayé, et ça n'a pas marché. En 2000, nous avons fait une offre très généreuse de paix qui répondait à la quasi-totalité des demandes, de ce que demandaient les Palestiniens. Arafat l'a refusé. Et ensuite, il y a une contre-attaque, des contre-attaques qui ont coûté beaucoup de villes. Ensuite, M. Olmert a fait une offre encore plus généreuse en 2008. Le président Abbas n'y a même pas répondu. Mais Israël a fait plus que des offres généreuses. Nous avons quitté des territoires, nous nous sommes retirés des territoires. Nous nous sommes retirés du Liban en 2000. Nous nous sommes retirés totalement de Gaza en 2005. Ça n'a pas calmé la tempête islamiste. La tempête islamiste qui nous menace, elle a juste rapproché cette tempête de nous, l'a renforcée. Le Hezbollah et le Hamas ont tiré des milliers de roquettes sur le territoire israélien depuis les territoires que nous avions évacués. Quand nous avions quitté le Liban et le Gaza, ce ne sont pas les modérés qui ont vaincu les radicaux. Les modérés ont été dévorés par les radicaux. Et je suis désolé de dire que les différentes troupes internationales au Liban, à Gaza, ils n'ont pas pu empêcher les radicaux d'attaquer Israël. Nous avons quitté Gaza dans un espoir de paix. Nous avions gelé toute implantation. À Gaza, nous avons détruit ces implantations. Nous avons fait exactement ce que dit cette théorie. Retourner aux frontières de 67, démanteler les implantations. Et je ne sais pas, je ne pense pas que l'on se rappelle à quel point nous avons fait tout cela. Nous avons déraciné des milliers de personnes. Nous avons sorti des enfants de leurs écoles, de leurs crèches. Nous avons déplacé des synagogues, nous avons même déplacé des corps de personnes décédées, de nos familles. Ayant fait cela, nous avons donné la clé de Gaza au président Abbas. La théorie dit,
Tout va bien se passer. Et le président Abbas et l'autorité palestinienne pourra maintenant mettre en place un État pacifique à Gaza. Vous vous rappellerez certainement, le monde entier a applaudi cet acte pacifique, audacieux, mais ce n'est pas la paix que nous avons récoltée avec cela. Ce que nous avons récolté, c'est la guerre. C'est l'Iran que nous avons récolté. Avec le Hamas agissant pour le compte de l'Iran, l'autorité palestinienne s'est effondrée en une journée. Le président Abbas vient de dire sur le podium que les Palestiniens ne sont armés que de leurs espoirs et de leurs rêves. Oui, espoirs, rêves et 10 000 missiles. Et des missiles sol-sol fournis par l'Iran, sans parler des armes tout à fait mortelles qui viennent dans Gaza depuis la Libye et d'ailleurs. Des milliers de missiles se sont abattus sur nos villes. Vous pouvez donc comprendre que, compte tenu de tout cela, les Israéliens se posent à juste titre la question de savoir qu'est-ce qui pourrait empêcher la chose de se reproduire en Cisjordanie. La plupart de nos grandes villes dans le sud du pays sont à quelques dizaines de kilomètres ou plus de Gaza, mais au centre de la ville, ils sont à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres de la frontière de la Cisjordanie. Alors je pose la question, est-ce que quelqu'un parmi vous apporterait le danger si près de vos familles, de vos villes? Est-ce que vous agiriez avec une telle insouciance, avec une telle légèreté avec la vie de vos citoyens? Nous sommes tout à fait disposés à voir se créer un État palestinien en Cisjordanie, mais nous ne sommes pas disposés à y voir un autre Gaza. Et c'est pour cela qu'il nous faut une véritable sécurité, de véritables dispositions. Et les Palestiniens refusent tout simplement d'en négocier. Nous nous rappelons Gaza. Beaucoup de critiques n'en tiennent pas compte et nous proposent de reprendre le même chemin. On a l'impression que rien ne s'est passé. Ils répètent les mêmes conseils, les mêmes formules, comme si rien ne s'était passé à Gaza. Et ces critiques continuent à faire pression sur Israël pour qu'Israël fasse de grandes concessions sans s'assurer préalablement de sa sécurité. Ils parlent de ceux qui alimentent le crocodile de l'islamisme en permanence comme des hommes d'État. Et ils nous condamnent quand nous disons qu'il faut d'abord ériger une barrière pour que le crocodile ne puisse nous attaquer ou au moins mettre une barre de fer dans sa mâchoire ouverte. Donc nous devons peut-être suivre de meilleurs conseils. Il vaut mieux avoir mauvaise presse que l'on pleure sur nous après notre mort. Il faut se rappeler que l'histoire va au-delà du petit déjeuner. Il faut reconnaître les préoccupations légitimes d'Israël à propos de sa sécurité. Je pense que dans des négociations directes, on pourrait vraiment traiter ces questions. Mais on ne peut y faire face sans des négociations. Il y a beaucoup de besoins. Ils sont nombreux. Parce qu'Israël est un très petit pays. Sans la Judée, la Samarie, la Cisjordanie, Israël fait 15 kilomètres de large. Voyez ça en perspective, vous êtes tous ici, c'est à peu près 2/3 de la longueur de Manhattan. C'est entre Battery Park et l'université Columbia que vous avez la même distance. Et les gens qui sont à Brooklyn et à New Jersey pourraient se situer, selon la même métaphore, dans
les pays avoisinants. Donc comment protéger un pays aussi petit avec des pays avoisinants qui sont armés jusqu'aux dents par l'Iran? Ça n'est pas avec un petit territoire qu'on peut le défendre. Il faut une plus grande profondeur stratégique. C'est pour cela que la résolution 242 n'a pas demandé à Israël de quitter tous les territoires, mais de quitter des territoires pour pouvoir défendre des frontières sûres et défendables. Donc il faut une présence militaire à long terme dans les zones militaires stratégiques, d'une importance stratégique en Cisjordanie. C'est ce que j'ai expliqué au président Abbas. Il m'a répondu que si un État palestinien doit être souverain, il ne pourrait accepter ce genre de disposition. Pourquoi pas? Les États-Unis ont des troupes en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud. La Grande-Bretagne a une base aérienne à Chypre. La France a des forces dans 3 pays africains indépendants. Aucun de ces États ne sent sa souveraineté menacée. Et il y a bien d'autres questions de sécurité d'importance tout à fait vitale. Par exemple, l'espace aérien israélien. Là aussi, les petites dimensions d'Israël créent des problèmes de sécurité énormes. On peut traverser l'espace aérien américain en 6 heures. En Israël, il faut 3 minutes. Alors, est-ce qu'on va couper en 2 l'espace aérien israélien pour en donner une partie à un pays qui n'est pas en paix avec Israël? Notre aéroport international est à 2 kilomètres de la Cisjordanie. Sans la paix, est-ce qu'il n'y aura pas des missiles anti-aériens qui sont disposés, qui pourraient être disposés dans le pays palestinien adjacent? Et comment empêcher des infiltrations? Vous savez, une grande partie de la Cisjordanie, ce sont des montagnes qui dominent la plaine côtière israélienne. Comment pourrait-on empêcher des infiltrations de missiles qui pourraient, à partir de ces montagnes, être tirés directement sur nos villes? Pourquoi est-ce que je parle de ces questions? Parce que ce ne sont pas des questions théoriques. Ce sont des questions tout à fait réelles. Et pour les Israéliens, il s'agit de questions de vie ou de mort. Toutes ces fissures potentielles dans la sécurité doivent disparaître avant que soit déclaré un État palestinien. Parce que si on attend, rien ne sera fait pour les boucher, ces fissures. Et ces problèmes exploseront à notre figure. Il faudrait que les Palestiniens fassent la paix d'abord avec Israël et ensuite qu'ils aient leur État. Mais je voudrais également vous dire la chose suivante. Après la signature d'un tel accord de paix, Israël ne sera pas le dernier pays à accueillir un État palestinien au sein des Nations Unies. Nous serons le premier pays à accueillir cet État palestinien. Encore une chose. Le Hamas viole le droit international en séquestrant notre soldat Gilad Shalit pendant 5 ans, sans même lui faire parvenir des colis. On le met dans un donjon noir. C'est le petit-fils de Tzvi Shalit qui a échappé à l'Holocauste, qui est arrivé en 1930 alors qu'il était encore enfant en Israël. Gilad Shalit est le fils de toute famille israélienne. Tous les pays représentés ici devraient exiger sa libération immédiate.
Si vous voulez voter une résolution sur le Proche-Orient, c'est ça la résolution qu'il faudrait voter. Mesdames et messieurs, l'année dernière, en Israël, à l'université Bar-Ilan, cette année à la Knesset et au Congrès américain, j'ai présenté ma vision de la paix avec un État palestinien démilitarisé qui reconnaissait l'État juif. Et je dis bien l'État juif. Après tout, les Nations unies ont reconnu l'État juif il y a 64 ans. N'est-il pas temps que les Palestiniens fassent la même chose? L'État juif d'Israël protégera toujours les droits de toutes ces minorités, y compris plus d'1 million d'Arabes qui en font partie. J'aurais bien aimé pouvoir dire la même chose d'un futur État palestinien. Les Palestiniens ont dit très clairement, je pense qu'ils l'ont fait ici à New York, que l'État palestinien ne permettra pas l'entrée de juifs. Ce sera un pays libre de tout juif. Judenrein. Ça, c'est le nettoyage ethnique. Il y a des règles actuellement à Ramallah qui rendent la vente de terre aux Juifs susceptible de peine de mort. Ça, c'est du racisme. Israël n'a nullement l'intention de modifier le caractère, la nature démocratique de notre pays. Mais nous ne voulons pas que les Palestiniens modifient la nature juive de notre État. Il faudrait qu'ils laissent tomber ce fantasme, inonder Israël avec des milliers de Palestiniens. Le président Abbas a dit ici que ce sont les implantations qui sont au centre du problème. C'est un peu étrange, parce que cela fait quasiment 50 ans. Cela faisait 50 ans que le conflit existait avant qu'il y ait une seule implantation israélienne en Cisjordanie. Donc, si ce que disait le président Abbas était vrai, alors il voulait parler aussi de Tel Aviv, de Haïfa, de Jaffa, de Beersheba. C'est peut-être à cela qu'il faisait allusion quand il disait que Israël occupe la terre palestinienne depuis 63 ans, pas depuis 1967, mais depuis 1948. J'espère que quelqu'un prendra la peine de lui poser la question, parce que cela illustre bien une vérité toute simple. Au centre du conflit, il n'y a pas les implantations. Les implantations sont un résultat du conflit. Les implantations, c'est une question qu'il faut traiter, qu'il faut résoudre dans le cadre de négociations. Mais au cœur du conflit, ça a toujours été, et ça reste malheureusement, le refus des Palestiniens de reconnaître un État palestinien, quelles que soient les frontières. Je pense qu'il est temps pour les dirigeants palestiniens de reconnaître ce qu'a reconnu tout dirigeant international à partir de Lord Balfour, Lord George, en 1917, jusqu'au président Truman en 1948, jusqu'au président Obama, il y a 2 jours. Israël est un État juif. Monsieur le Président Abbas, arrêtez de tourner autour du pot, reconnaissez l'État juif d'Israël et faites la paix avec nous. Une telle paix réelle nous permettra, et nous sommes disposés à faire des compromis
des compromis douloureux. Nous pensons que les Palestiniens ne sont pas des sujets israéliens, ne sont pas non plus des victimes d'Israël. Ils devraient pouvoir vivre dans sur leur propre terre, mais il faut qu'ils acceptent des compromis et la paix quand ils accepteront de prendre au sérieux la sécurité d'Israël et quand ils arrêteront de nier le lien historique qui nous lie à nos terres ancestrales. J'entends souvent, on nous accuse de judaïser Jérusalem. C'est comme si on disait, comme si on reprochait aux Américains d'américaniser Washington ou aux Britanniques d'angliciser Londres. Pourquoi est-ce qu'on nous appelle juifs? Parce que le mot vient de Judée. Nous venons de Judée. Dans mon bureau, il y a un vieux sceau du temps de la Bible. En fait, c'est un artefact archéologique qui date d'il y a 2700, du temps du roi Ézéchias. Il y a le nom de l'office du juif qui portait ce sceau. C'était Netanyahou, c'est mon nom de famille. Et mon prénom, Benjamin, se réfère au fils de Jacob, qui est également connu sous le nom d'Israël. Il y a 4000 ans, ils étaient dans les collines de Judée et Samarie. Il y a une présence juive ininterrompue sur ces terres depuis ce temps-là. Et les Juifs qui ont été chassés, qui ont été exilés, n'ont jamais cessé de rêver au retour sur leur terre. Les Juifs d'Espagne avant d'être expulsés, les Juifs d'Ukraine qui fuyaient les pogroms, les Juifs qui se révoltaient dans le ghetto de Varsovie, ils n'arrêtaient pas de prier l'année prochaine à Jérusalem, l'année prochaine en terre promise. En tant que Premier ministre israélien, je parle au nom de centaines de générations de Juifs qui ont été dispersés dans différents pays, qui ont souffert de tous les maux que l'on puisse imaginer, mais qui n'ont jamais abandonné l'espoir de restaurer leur vie nationale dans le seul et unique État juif. Mesdames et messieurs, je continue d'espérer que le président Abbas sera mon partenaire en paix. Je travaille dur pour faire avancer cette paix. Quand j'ai pris mes fonctions le jour même, j'ai appelé à des négociations directes sans conditions préalables. Le président Abbas n'a pas répondu. J'ai présenté une vision de paix avec 2 États pour 2 peuples. Il n'a pas réagi. J'ai enlevé des centaines de barrières sur les routes, de points de contrôle pour faciliter la circulation et l'économie. Une fois de plus, pas de réponse. J'ai pris la mesure sans précédent de geler la construction de nouveaux bâtiments dans les territoires. Pendant 10 mois, aucun autre Premier ministre ne l'avait fait avant moi. Et une fois de plus, il n'y a pas eu de réponse, rien du tout. Au cours des dernières semaines, des Américains ont parlé de redémarrer les négociations. Dans ces idées, il y avait des éléments sur les frontières qui ne me plaisaient pas. Il y avait des choses sur l'État juif que les Palestiniens n'aimaient pas, j'en suis sûr. Mais en dépit de toutes mes réserves, j'étais disposé à avancer sur la base de ces idées américaines. Le président Abbas, pourquoi est-ce que vous ne me rejoignez pas? Arrêtons de négocier sur la négociation, avançons, négocions la paix. J'ai passé des années à défendre Israël sur le champ de bataille, des décennies à défendre Israël devant l'opinion publique.
Président Abbas, vous avez consacré votre vie à la cause palestinienne. Est-ce que ce conflit doit vraiment continuer pendant des générations encore, ou pourrons-nous permettre à nos enfants et à nos petits-enfants de raconter comment nous avons réussi à mettre fin au conflit? C'est cela que nous devons viser, c'est cela que je pense que nous pouvons réaliser. En 2 ans et demi, nous nous sommes rencontrés à Jérusalem une fois seulement, bien que ma porte soit toujours ouverte pour vous. Si vous le souhaitez, je veux bien venir à Ramallah. Mais j'ai peut-être une meilleure proposition. Nous venons de parcourir des milliers de kilomètres en avion pour être à New York. Nous sommes dans la même ville. Nous sommes dans le même bâtiment. Eh bien, rencontrons-nous aujourd'hui même aux Nations Unies. Qui est-ce qui nous en empêcherait? Qu'est-ce qui nous en empêcherait? Si nous voulons vraiment la paix, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de nous réunir aujourd'hui, de démarrer des négociations de paix? Et je propose que nous parlions en toute franchise, en toute honnêteté. Écoutons-nous l'un l'autre. Parlons dougri, comme on dit en arabe, c'est-à-dire de manière directe. Je vous dirai quelles sont mes préoccupations, mes besoins, vous me direz quels sont les vôtres. Et, si Dieu le veut, nous trouverons un terrain commun pour la paix. Il y a un vieux proverbe arabe. On ne saurait applaudir avec une seule main. Mais c'est la même chose en ce qui concerne la paix. Je ne peux pas faire la paix tout seul. Je ne peux pas faire la paix sans vous. Président Abbas, je vous tends la main d'Israël, dans un mouvement de paix. J'espère que vous saisirez cette main. Nous sommes tous les deux des fils d'Abraham. Nous l'appelons Abraham, vous l'appelez Ibrahim. Nous avons le même patriarche. Nous habitons le même pays. Nos destinées sont très fortement liées l'une à l'autre. Voyons la vision d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans l'obscurité verra une grande lumière. Que cette lumière soit la lumière de la paix.